Bonsoir. Alors oui, je suis venu vous parler ce soir d'un mot. Un mot que tout le monde connaît, un mot très simple, en 4 lettres. Un mot anglais, mais qui commence à être d'usage courant dans la langue française. C'est le mot slow. Alors, on va partir de ce qu'il y a dans vos têtes, parce que ce mot évoque quelque chose à chacun d'entre vous. Donc, je vais lancer une toute petite séance de slow pour les nuls, en quelque sorte, en faisant un QCM de base. Alors, le slow, pour vous, est-ce que c'est une danse langoureuse entre amoureux, qui ne se pratique plus tant que ça, malheureusement? Le farniente, c'est-à-dire le style de vie des paresseux? Ou bien une course d'escargot? La bonne réponse est faux. Aucune de ces réponses n'est bonne. Toutes ces réponses appartiennent à des clichés et des caricatures du passé. Ça, c'était bon au XXe siècle. Aujourd'hui, en 2015, le mot slow évoque bien autre chose, de beaucoup plus large, de beaucoup plus global. Ça évoque un mouvement mondial qui est né à la fin des années 80 en Italie avec le slow food, qui s'est très vite répandu aux 4 coins de la planète. À la fois une lutte contre le fast-food et le retour à des valeurs de tradition dans le domaine culinaire et gastronomique. Aujourd'hui, ce mouvement compte plus de 120 000 adhérents à travers le monde. Donc c'est devenu l'un des principaux mouvements associatifs mondiaux. Et il a produit plein de petits, il a créé plein d'avatars dans différents domaines d'activité. Alors, il y a eu le slow travel, vous le voyez ici. On a les slow cities, mode de gouvernance slow pour les responsables de villes. Je ne l'ai pas mis là, mais on a le slow sex, on a le slow cosmétique. Enfin, il y a eu plein de mouvements slow, et tant et si bien qu'on a même commencé à voir apparaître des sommets du slow living, ou des symposiums de la slow life, ici et là. Et puis le dernier né, et ça c'est le livre que j'ai eu le bonheur de faire paraître en janvier de cette année, c'est le slow business, puisque le business, c'est le dernier endroit où on attendait le slow. C'est plutôt un monde qui semble en contradiction avec cette idée, cette notion. Mais il semble en contradiction parce qu'on véhicule encore avec nous ces caricatures du XXe siècle. Alors je vais faire un tour d'horizon pour vous montrer qu'on peut l'envisager et le comprendre d'une nouvelle façon, et en particulier dans le monde du travail, dans le monde professionnel. Puisque des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, ont été suffisamment fous, suffisamment innovants, suffisamment créatifs pour créer des méthodes de travail, de gouvernance et de management slow, et en plus, oui, ça marche, il y a de nombreuses success stories, que je décris dans mon livre, qui le prouvent. Donc ce n'est pas une affaire de rêveur, il y a des cas concrets. Mais pourquoi cette explosion et cette multiplicité de slow depuis une vingtaine d'années? Eh bien, à cause de ce que je considère être un malaise de civilisation, qui va de pair avec ce que de nombreux contemporains aujourd'hui ressentent et vivent comme une perte de maîtrise temporelle. Depuis que mon livre est paru, je suis allé dans nombre d'endroits, j'ai assuré des interventions, des conférences, des ateliers, des tables rondes, j'ai été interviewé, je ne m'y attendais pas du tout, et j'ai été confronté à énormément de gens qui me disent, parfois d'une façon très désolée ou dramatique, je suis débordé, je n'y arrive pas, je ne sais plus par quelle boule prendre, mon rapport au temps est catastrophique, etc., etc. Alors, pourquoi? D'où ça vient, ce constat, ce premier constat? Il vient d'un autre constat qu'on peut faire en 3 points. D'abord, nous avons vécu, pareil, ces dernières décennies, et puis plus particulièrement, plus intensément ces dernières années, une multiplication des outils technologiques. Alors, ordinateur, laptop,
téléphone portable, smartphone, webcam, GPS, j'en passe et des meilleurs. Les montres connectées, le mouvement va continuer. Le mouvement va continuer. On nous promet la révolution domotique qui, de fait, commence à se mettre en place. La révolution connectique avec tous les objets connectés, de fait, ça commence à se mettre en place. Donc ça va être encore plus demain. Un exemple d'innovation récente, en août 2014, des chercheurs suédois ont réussi à mettre au point une nouvelle fibre optique high-tech de nouvelle génération. Un essai a été fait qui a prouvé que ça marchait avec une vitesse de transmission de données de 43 tétrabytes par seconde. Les connaisseurs apprécieront, c'est énorme. Donc ça veut dire que ça va à nouveau accélérer la vitesse de transmission demain et après-demain. Et ce n'est pas fini. Deuxième point, la multiplication des outils de diffusion et de partage de l'information. Donc avec, vous connaissez tous, les Facebook, les LinkedIn, les nouveaux médias aussi, les réseaux sociaux, les YouTube, même de nouveaux médias web, le Huffington Post, etc., etc. Ils se sont multipliés, ils forment une espèce de nébuleuse dans laquelle on a un peu de mal à se situer désormais, parce qu'il y en a beaucoup. Y en a-t-il trop? C'est une question. En tout cas, un constat a été fait, c'est qu'un occidental était soumis en l'an 2000 à environ un certain nombre d'informations en moyenne par jour, et en 2015, 15 ans après, il est soumis à 10 fois plus d'informations. Alors il faut gérer ça. Comment fait-on? Nous ne sommes pas habitués. Nous devons donc réinventer nos modes de gestion de l'information dans le temps. Un troisième phénomène est venu avec tous ces phénomènes, s'ajouter, se croiser, s'entrecroiser, c'est le phénomène de transformation de nos moyens de transport, avec là aussi une accélération permanente, des vitesses de plus en plus importantes. Ça a été la voiture, ça a été les avions, ça a été les trains, les avions à réaction, les trains à grande vitesse. Ce mouvement est loin d'être fini. Je vous donne un exemple. En 2050, devrait avoir lieu le premier vol commercial d'un avion de nouvelle génération, un supersonique développé actuellement par l'aérospatiale, ça s'appelle le ZEST. Il volera à Mach 4, c'est-à-dire à la limite de la vitesse supersonique, quasiment dans l'hypersonique. Ça nous permettra de faire Paris-New York en 1h30, Paris-Tokyo en 2h30 et Paris-Sydney en 3h30, à l'autre bout de la planète. Alors, l'accélération, vous le voyez, est loin d'être finie. Alors, une fois qu'on fait ce constat, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Eh bien, les deux à la fois. C'est une bonne chose parce que ça améliore quand même nos modes de vie, il faut être honnête. Je vous donne un exemple. Moi, quand j'ai commencé ma carrière professionnelle en 92, pour aller négocier avec un responsable au Japon, sur un contrat par exemple, important, il fallait prendre l'avion. Alors c'était 15 heures pour y aller, puis il y avait le temps de séjour, puis il fallait 15 heures pour revenir, et ça coûtait beaucoup d'argent. Alors on perdait du temps, de l'argent, c'était assez compliqué. À l'époque, ça ne paraissait pas compliqué, ça paraissait normal. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de faire ça, vous vous branchez avec les moyens de vidéoconférence qui se sont démocratisés, comme Skype, et l'affaire est réglée. Donc un vrai gain de temps et d'argent, donc du bon. À l'inverse, comme on a commencé un peu à le comprendre, à le cerner, on se sent de plus en plus challengé, de plus en plus pressé, cerné de toutes parts, tout le temps, par tous ces nouveaux outils technologiques de diffusion, de partage, d'accélération, etc., etc. Et donc ça, c'est une nouvelle aliénation de nos modes de vie. Une aliénation que certains spécialistes, certains chercheurs, certains universitaires commencent à appeler du nom de time poverty. Et oui, la pauvreté est aussi temporelle. Je vous cite une petite anecdote. Dans les Antilles françaises, pas seulement françaises d'ailleurs, il est de coutume de croiser des gens sur la plage qui nous disent « Ah oui, mais vous, les Européens, là-bas, les Occidentaux, sur le continent, vous avez la montre, mais nous, ici, on a le temps. » Alors, c'est vrai que ça fait sourire, mais c'est de plus en plus vrai, c'est de plus en plus exact. Ont-ils gardé quelque chose
que nous avons perdu lorsqu'il nous interpelle de cette façon-là? Eh bien, d'une certaine façon, oui, nous subissons une sorte d'empoisonnement de notre temps par tous ces nombreux facteurs que nous venons d'énumérer. Et donc, il faut détoxifier notre temps désormais. Il faut le désempoisonner en quelque sorte. Et donc, lorsqu'un poison pénètre un corps, vous le savez comme moi, il faut un antidote. Et donc, l'antidote, qui devient de plus en plus pertinent, de plus en plus criant, c'est le slow. Comme on l'a vu, ça explique pour la raison pour laquelle ça se multiplie, comme ça s'est multiplié. Alors le slow, c'est quoi? C'est deux mots-clés, la décélération et la détoxification. La décélération, ce n'est pas la lenteur pour la lenteur, c'est réintroduire un peu de lenteur là où il n'y en avait plus, de façon à retrouver un certain équilibre temporel, de façon à assainir notre rapport au temps. Certains spécialistes parlent, et j'aime bien cette expression, de lenteur maîtrisée, dosée. Et puis c'est la détoxification de notre temps, la lutte contre un certain nombre de facteurs qui tendent à empoisonner notre temps. Alors ça se manifeste de façon relativement concrète par un certain nombre de méthodes ou d'outils. Donc il commence à apparaître, j'ai essayé d'en faire état dans mon livre, des outils, des boîtes à outils slow pour leur application au quotidien. Alors je n'ai pas le temps de vous les citer tous, il y en a beaucoup. Je pourrais en citer 2 ou 3 fois plus, je vais vous en présenter 6. Le premier, c'est que nous venons du XXe siècle où il y avait une croyance dominante, c'est que la vitesse maximum était une condition de réussite. Pour gagner, il fallait être le plus rapide. Mais nous avons découvert que c'était souvent une fausse croyance, en tout cas une fausse croyance lorsqu'elle était la seule. On a redécouvert la notion de rythme. Le rythme, c'est un équilibre entre des temps courts et des temps longs, des temps rapides et des temps lents. Et ça semble être la bonne clé pour réussir, non seulement réussir dans les affaires, mais réussir tout simplement dans sa vie personnelle. Les musicologues le savent bien, parce que la notion de rythme, évidemment, chez les musiciens, chez les musicologues, c'est important. Alors je vous cite le cas d'un Allemand, un pianiste virtuose qui s'appelle Uwe Klimt, qui a fondé en Allemagne un mouvement qui s'appelle le Tempo Giusto, qui est en fait le mouvement slow dans le domaine de la musique, et en particulier de la musique classique. Que dit-il? Il dit « Il est stupide de boire du bon vin trop rapidement. Il est stupide de jouer Mozart trop rapidement. Je récuse cette notion très moderne qui veut que le plus rapide est toujours le mieux. Le mieux est le tempo giusto, le temps juste. » Un deuxième outil, c'est la chronobiologie. Alors, nous sommes tous des horloges ambulantes. Mieux que ça, nous sommes tous des magasins d'horloges ambulantes. Il y a plusieurs horloges internes, physiologiques, qui jouent en nous à chaque instant, partout où nous sommes. Cet homme, ce professeur d'université, qui est chercheur et enseignant à l'université de Surrey, en Grande-Bretagne, s'appelle Jan Dijk. C'est un spécialiste en génétique. Il a travaillé sur le gène PER3. Et il a découvert que ce gène déterminait si nous étions plutôt, alors ce n'est pas absolument catégorique, ce sont des tendances lourdes, plutôt des hiboux ou des alouettes. Alors, un hibou, qu'est-ce que c'est? Un hibou, eh bien, c'est un lève-tard et un couche-tard. Quelqu'un qui va plutôt être performant et efficace en fin d'après-midi ou en début de soirée ou même la nuit. Et une alouette, c'est l'inverse. C'est un lève-tôt et un couche-tôt, quelqu'un qui va plutôt être performant le matin. Nous découvrons que nous sommes conditionnés par la génétique dans ce domaine-là également. Donc nous devons nous mettre devant notre miroir et découvrir, peut-être à tâtons, ça se fait de façon empirique, notre profil chronobiologique. Et une fois que nous l'avons découvert, nous devons le respecter pour le valoriser, parce que sinon nous allons ramer à contre-courant de notre identité chronobiologique, si par exemple nous sommes du matin et qu'on nous fait surtout travailler le soir. Alors, un exemple de mise en application, parce que ça a trouvé des mises en application concrètes. Cet homme, Serge Cousin, est un patron du Nord. C'est le patron fondateur de l'entreprise CIV, qui était une entreprise de génie climatique qui s'est reconvertie dans les Green Data Centers.
c'est un vrai homme d'affaires, nordiste. Il dit, le droit du travail nous impose des horaires collectifs, mais chez nous, nous avons aménagé les horaires d'arrivée en les étalant entre 7h30 et 9h30, de façon à ce que chacun puisse s'y retrouver, ceux qui veulent arriver plus tôt pour repartir plus tôt, ceux qui veulent arriver plus tard pour repartir plus tard. Et de surcroît, nous faisons attention aux créneaux sur lesquels nous sommes performants pour tous nos collaborateurs. Moi, par exemple, je suis peu performant, voire pas performant du tout, entre 14h et 16h, je l'ai remarqué, eh bien, c'est un créneau pendant lequel je me refuse à traiter des dossiers ou des négociations importantes. Parole de slow businessman, ou plutôt de sage, peut-être, tout simplement. Autre outil, la lutte contre les interruptions. Toutes ces nouvelles technologies, tous ces nouveaux outils, cette nouvelle diffusion d'informations, tout le temps, partout, en permanence, nous sollicitent. Chaque sollicitation est une possibilité de nous interrompre dans ce que nous faisons. Une étude a été faite aux États-Unis auprès d'une population de cadres qui prouve que lorsque nous sommes en train d'effectuer une tâche de façon concentrée, si nous nous interrompons pendant 1 minute, il nous faut 23 minutes de récupération pour revenir au même niveau de concentration. Donc c'est important. Il y a un grand patron américain, Jason Fried, qui dit « Nos journées sont assaillies par les interruptions, à nous de la défendre. » Donc, on la défend en travaillant en blocs temporels, des blocs où on se concentre sur ce qu'on fait, on évite de se laisser interrompre par des facteurs extérieurs, et ensuite on gère les interruptions, les appels, les SMS, les blip-blip, etc., une fois qu'on a fini de se concentrer sur le bloc temporel. C'est un peu lié au point suivant. Le point suivant, c'est notre capacité à effectuer des tâches, avec 2 modes principaux, multitâche ou monotâche. Alors, êtes-vous multitâche ou monotâche? Qui se sent plutôt multitâche? Ah oui, pas mal de mains quand même. La très grande majorité des personnes qui viennent de lever la main ont tort. Ça a été prouvé scientifiquement par une étude l'année dernière en Californie. Il a été démontré que seuls 2% de la population étaient réellement capables de fonctionner sur le mode multitâche. Et donc, nous sommes 98% à fonctionner sur le mode monotâche. À savoir, je reprends mon illustration des blocs temporels, bloc après bloc. Là, nous sommes efficaces. Alors, vous pouvez toujours croire, si vous êtes monotâche dans les 98%, que vous pouvez fonctionner en mode multitâche, mais vous prenez le risque, ça a été étudié, de perdre jusqu'à moins 40% de productivité. Et puis, un autre dispositif, un autre concept intéressant, c'est entre les tâches, entre les blocs temporels, il y a des intervalles. La gestion des intervalles est un point extrêmement important. Pour prendre une analogie avec le corps humain, là on a une main sur un levier de vitesse, eh bien une main, comme tout le corps humain, est faite de parties dures et de parties molles, et entre les deux, il y a des articulations. Eh bien les intervalles sont à notre temps ce que nos articulations sont à notre corps. Nous devons, c'est ce qui y accorder une importance particulière. Comment les gérons-nous? Qu'en faisons-nous? Est-ce qu'on en fait quelque chose? Est-ce qu'on passe d'une tâche à une autre, d'une tâche à une autre, d'une tâche à une autre? Ça, c'est la pire chose à faire. La gestion des intervalles, souvent considérés comme des temps morts, doit devenir une opportunité de les vivre comme des temps vivants. Je conseille vivement, je ne suis pas le seul, là aussi ça s'appuie sur diverses études qui ont été réalisées, d'essayer de les transformer le plus possible en des temps décalés, où vous faites ce que vous ne vous autoriseriez pas à faire habituellement. Alors vous vous préparez un thé, ça peut être très court, un intervalle, ça peut être 1, 2, 3 minutes. Ça n'a pas besoin d'être une pause de 20 minutes. Vous préparez un thé. Vous passez un coup de fil à un ami que vous n'avez pas eu au téléphone depuis bien longtemps. Vous envoyez ce fameux SMS qui traîne depuis des semaines, voire des mois, et ça s'accumule avec tous les autres. Vous sortez et vous allez faire un tour dans la nature pour vous reconnecter à des choses un peu saines. Vous écoutez un morceau de musique qui vous fait plaisir, et après quoi, vous pouvez repartir sur une autre tâche, et vous avez inspiré. Parce que si vous êtes toujours dans l'expiration, comme dit le bon vieux proverbe, vous mourrez, quoi. Comme dit le bon vieux proverbe français, à force d'être trop tendu,
la corde finit par casser. Et c'est très vrai. De même, pour passer d'une vitesse à une autre, vous remarquerez, il y a un petit temps, il y a un petit intervalle. Donc, c'est une réalité, c'est une loi de la physique et une loi de la nature. Dernier concept, slow, dernier outil, si vous voulez, le contrepoint temporel. Alors, il faut commencer par comprendre que nous raisonnons de façon souvent inconsciente, parfois de façon consciente, avec des unités de temps. On a été câblés comme ça dès le plus jeune âge. Alors, il y a 7 grandes unités de temps avec lesquelles nous jonglons tout le temps. C'est l'année, le mois, la semaine, le jour, la demi-journée, l'heure et la minute. Prenons la plus grande unité temporelle, prenons l'année. Il est très important d'introduire dans cette unité temporelle-là, mais enfin ça vaut pour les autres, un contrepoint. Personnellement, je prends chaque année 2 à 3 jours de retraite spirituelle au vert, et donc je vais, oui, dans une cabane au fond de la forêt, ou dans un monastère, ou sur un lieu isolé près de la mer, ou dans le désert. Je m'extrais de mes conditions de vie habituelles, je m'extrais de mes routines temporelles habituelles, de mes habitudes temporelles, pour vivre quelque chose de totalement différent. Et je le fais en mode zéro technologie. Eh bien, c'est une occasion de prendre une pause, c'est une occasion de prendre du recul, c'est une occasion de remettre les choses en perspective, c'est une occasion de faire une relecture de nos parcours. Qu'en est-il de l'année écoulée? Qu'est-ce que j'ai vraiment vécu d'important, de fort, de difficile, de beau, de réjouissant, de compliqué? Je fais le point, j'éclaircis toutes ces questions-là qui sont importantes. Ça redonne de la direction et ça redonne du sens. Donc c'est vital. Donc on le voit bien, je pourrais vous donner d'autres outils, mais ça suffit, je crois, pour faire comprendre que le slow est un antidote. C'est un antidote à deux titres. C'est un antidote à titre individuel. On le sait, les burn-out se multiplient. Je considère qu'introduire un peu de slow, un peu de philosophie slow dans nos pratiques, aujourd'hui, c'est devenu absolument nécessaire. C'est un anti-burn-out de première classe. C'est un antidote à niveau systémique, parce que notre civilisation, notre société, le système dans lequel nous vivons, vous l'avez vu, continue d'aller dans l'accélération, la multiplication, etc. Moi, je suis sûr que si on continue comme ça, on va droit dans le mur. Donc, c'est un antidote comme anti-crash du système. Et donc, c'est notre avenir. Et donc, le slow, oui, on comprend qu'il soit devenu important, et je pense que c'est loin d'être fini. Pour conclure, le mot de la fin, je le donne à quelqu'un qui ne peut pas être soupçonné ni de fainéantise, ni de parti pris activiste par rapport au mouvement slow, puisqu'il s'appelle Fredrik Arnander. C'est l'un des plus importants hommes d'affaires de Scandinavie. C'est un multi-entrepreneur à succès suédois qui a fondé et développé un groupe qui s'appelle Keybroker, qui fait plus de 500 millions de dollars de chiffre d'affaires. Et il a été repéré par le cabinet Deloitte comme l'un des hommes d'affaires les plus rapides du monde, puisqu'il a connu, sauf erreur de ma part en 2012, je ne suis pas sûr, mais je crois, un taux de croissance de son chiffre d'affaires de plus 888%. Eh bien, c'est cet homme-là, ce fast businessman, a priori, qui écrit dans son dernier livre « We are all leaders », paru malheureusement en anglais, pas encore traduit en français, récemment, il écrit « Osez être lent, vous accomplirez des choses étonnantes avec du temps ». Je vous remercie.